C'est la grande édition d'information sur votre partenaire d'excellence Kinartu Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre. Voici ce qui constitue l'essentiel de l'actualité. Le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais trouvent un accord sur la première revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits. La signature de cet accord est intervenue à la suite de la mission officielle du FMI effectuée à Kinshasa. À la veille de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le procès de présumé détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo, le député national dénonce le gel du projet des résolutions devant aboutir à la prise de position officielle de l'Assemblée nationale en faveur d'Augustin Matata Ponyo-Mapone. À l'international, Kigali et Pretoria plaident pour des solutions africaines pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo malgré des tensions persistantes. C'était à l'issue de l'Africa CO Forum organisé à Abidjan pour passer en revue de manière générale du conflit RDC-Rwanda. Des détails dans quelques instants. Une fois de plus, merci de nous joindre de prime abord. Démarrons par cette nouvelle. Sachez que la mission de la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle et les autorités de la République démocratique du Congo sont parvenus à la signature d'un accord au niveau des services sur la première revue du programme économique et financier triennal soutenu par la facilité élargie du crédit. Cette mission officielle de service a permis de faire le point sur l'évolution de ces programmes dans un contexte économique fragilisé par l'intensification du conflit sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. L'année dernière, le gouvernement a signé avec le Fonds monétaire international un programme soutenu par deux facilités. Une première facilité pour 1,738 milliard de dollars américains sur 3 ans et une seconde facilité pour 1,38 milliard de dollars américains pour 3 ans également, soit à peu près 3 milliards de dollars en jeu. Ce programme a été approuvé le 15 janvier par le conseil d'administration du FMI. Et un programme avec le FMI est évalué semestriellement. Donc, après chaque 6 mois, la mission du FMI vient, l'équipe qui s'occupe du pays au FMI vient pour passer en revue tous les engagements qui avaient été convenus dans le cadre du programme pour s'assurer que ces engagements sont réalisés. Et si c'est le cas, l'équipe va faire rapport au conseil d'administration. Et lorsque le conseil d'administration approuve, et il y a un décaissement au profit du pays. Eh bien, c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, depuis le 30 avril, l'équipe du FMI est à Kinshasa pour évaluer, faire la première évaluation du programme qui était conclu. Alors, cette évaluation a porté essentiellement sur les engagements qui avaient été pris. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique, ce qui les a beaucoup confortés, parce que, étant donné la situation de trouble à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, concrètement, entre les ministères des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, cette coordination a permis qu'on stabilise le cadre macroéconomique. Parlons à présent de l'évolution du procès Boukangalonzo au Parlement alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette affaire est attendu sauf changement. C'est mercredi 14 mai 2025 et en attendant une probable rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, des élus nationaux presse. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a examiné
et adopté le projet des résolutions déposées par les C50 afin de permettre à la représentation nationale de formaliser sur le plan institutionnel la position de cette grande institution du pays en rapport avec ces dossiers. L'initiative a été relancée une fois par le député national Alfred Dibondi, rappelant au premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï, président de la séance plénière du lundi 12 mai dernier, l'urgence et l'importance d'intégrer à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de résolution pour l'élu de Libenge Sud-Ubangi. Les immunités de Matata Ponyo sont mises en mal. Complétant l'intervention de son collègue, tout en rejetant l'argumentaire du président de la plénière, l'élu de Moba, Tanganyika, Christian Mwando Timba, a dénoncé la confusion existante entre la demande du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et la position que doit prendre l'institution Assemblée nationale dans cette affaire. Après plusieurs reports et rebondissements, le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis mercredi 23 avril 2025 10 ans de travaux forcés et servitude pénale contre l'ancien premier ministre de la RDC Augustin Matata Ponyo et ses co-prévenus dans le cadre du procès relatif à la débâcle du projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Séance tenante, le ministère public a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien premier ministre qui écope également de 10 ans d'inéligibilité selon toujours le même réquisitoire. Selon l'organe de la loi, une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, ainsi que l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain Christophe Grobler Stéphanus du territoire national. Passons cette fois-ci à un autre registre. Retenez que lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue le Rwandais Paul Kagame ont exprimé leur volonté manifeste commune de voir l'Afrique s'emparer de la résolution de ses propres conflits, notamment la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant la nécessité d'une coordination avec des partenaires extérieurs. Regardez. Lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan, le président rwandais Paul Kagame et sud-africain Cyril Ramaphosa ont affiché leur volonté commune de voir l'Afrique s'emparer de la résolution de ses propres conflits, notamment la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, tout en reconnaissant la nécessité d'une coordination avec des partenaires extérieurs. Kagame a rappelé que l'Afrique devait définir la direction qu'elle veut prendre et inviter de dépendre entièrement de contributions extérieures. Même si nous sommes capables de faire les choses nous-mêmes, nous devons encore faire appel à des partenaires. De son côté, Cyril Ramaphosa a insisté sur le principe d'appropriation africaine des processus de paix, quelle que soit la contribution d'acteurs non africains. À fin de compte, tout doit être rejeté, signé et approprié par nous Africains. Il a précisé que les efforts menés avec les Qatar ou les États-Unis devraient s'inscrire dans un cadre fondamentalement africain. Les deux présidents ont semblé enterrer du moins en public leurs récentes divergences au sujet de la situation sécuritaire en RDC. Ramaphosa a ironisé certains d'entre vous ont peut-être écrit qu'il y aurait des intercelles alors que nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Cette prise de parole intervient après une série de tensions entre Kigali et Pretoria. Poursuivons ce journal par cette information. Le ministre d'État en charge du développement rural, Moindo Nzangi, a entamé depuis lundi 12 mai dernier dans la province du Haut-Touélé, marqué par plusieurs activités significatives à partir de périphérie d'Issiro, avant de se rendre dans d'autres territoires au cours de sa mission d'inspection dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 du développement rural en République démocratique du Congo salue les efforts consentis par les gouverneurs de la dite province pour la relance de l'agriculture. Regardez. Je viens de découvrir ici un endroit où la province réfléchit comment relancer les cultures pérennes dans les Haut-Touélé. Ce n'est pas que de la théorie, je crois que vous êtes en train de voir vous-même qu'ils ont des gigantesques pépinières pour les cacaoyers et les cafés.
Et ça entre vraiment dans la logique de ces grands programmes qu'on nous a donné le PADER, qui consiste à réveiller les cultures pérennes dans tous les pays, en accompagnant des familles qui doivent avoir chacun à côté de sa maison, au minimum 1 hectare de cultures pérennes. Que ce soit les cafés, que ce soit les cacao, que ce soit les palmiers. Et donc je suis très heureux que je retrouve une province qui est déjà lancée dans ces projets. Et je voudrais les rassurer qu'ils vont être parmi les provinces pilotes qui vont accompagner ces projets pour que dans chaque village, qu'on puisse créer des villages dans lesquels effectivement chacun aura au moins un champ où il a une culture pérenne. Je voudrais vous dire, par exemple, que la province du Nord Kivu, c'est la province, en tout cas pour la partie du Grand Nord, qui n'a pas de minerais. Mais c'est aussi la province où, en République démocratique du Congo, vous trouvez les gens les plus riches. Mais est-ce que vous savez que le Nord Kivu seul exporte 150 000 tonnes de cacao, ce qui représente par an aux environs de 1 milliard de dollars américains qui entrent seulement pour le cacao. Et c'est pour cela que vous voyez les EDF. Les EDF, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque derrière, c'est de venir perturber cette économie-là, qui est une économie villageoise, où les gens, ils ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Et donc, j'encourage mon frère, mon oncle, les gouverneurs. Et je lui dis, c'est ça qu'on doit faire si on veut ressusciter ce qu'on appelle l'économie rurale, si on veut redonner à la population rurale, aux villageois, leur pouvoir d'achat. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Restons toujours en province. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Beni-Mavivi progressent de manière soutenue sous l'égide du gouvernement provincial du Nord Kivu et avec l'engagement de la société des services Viumbira. Cette initiative représente un développement significatif pour la région de Beni, ouvrant la voie à un aéroport international qui, une fois achevé dans les délais prévus, stimulera sans aucun doute le développement économique et facilitera les échanges. Regardez. À Beni-Mavivi, dans les Nord Kivu, l'ambitieux projet de modernisation de l'aéroport entre dans une phase cruciale. Initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Koulesomo Évariste, ce travaux d'envergure vise à doter la région d'une infrastructure aéroportuaire moderne, véritable porte d'entrée et de sortie vers le monde extérieur. Ce lundi 12 mai 2025, l'engagement et la détermination sont palpables sur le terrain. L'honorable Kouli Viumbira Kade, directeur général de la société de services Viumbira SSV, l'entreprise qui exécute ces projets, est venu inspecter les travaux et motiver ses équipes. Les constants et sans équivoque, les travaux progressent à un rythme soutenu conformément aux délais établis. La qualité de leur réalisation témoigne du savoir-faire et de l'engagement des équipes sur place. Comme vous pouvez le constater, les équipes sont mobilisées et travaillent sans relâche pour respecter les calendriers. Il convient de préciser que la société de services Viumbira SSV, surnommée société très professionnelle par la population, exécute pour cette première phase les travaux de réhabilitation, de l'enregistrement et de modernisation de la piste d'atterrissage et du tarmac du futur aéroport international de Beni-Mavivi. Restons toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous abordons la question liée à la cérémonie officielle d'installation de nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, lundi 12 mai dernier à Béniville. Retrouvez dans ces reportages. Les nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, que chapeaute le général-major Évariste Somo, ont été officiellement installés ce lundi 12 mai 2025. La cérémonie de remise et reprise a été présidée au gouvernorat de province en ville de Béni par le directeur de cabinet du gouverneur, M. Paluku Kambabou Eric. Ce dernier a invité les coordonnateurs principaux et conseillers près les gouverneurs nouvellement nommés à avoir les mêmes objectifs pour permettre à l'autorité provinciale de répondre aux attentes de la population. Eric Paluku Kambabou leur a demandé de demeurer tolérants les uns vis-à-vis des autres.
sommes obligés de nous tolérer les uns les autres malgré les caractères qui nous séparent. Mais nous devons nous unir, un devoir commun, c'est nous de réussir. Nous devons nous unir pour l'objectif, pour que nous puissions arriver au bon résultat. Rappelons que c'est le premier gouvernement mis en place par le gouverneur Évariste Somo plus de 3 mois après sa prise de fonction, alors qu'une bonne partie du Nord Kivu est contrôlée par les forces d'agression. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Kasaï central, Jean-Paul Mbouébois, a manifesté lundi 12 mai dernier sa volonté de répondre devant la justice à la suite de sa mise en accusation par l'Assemblée provinciale. L'organe délibérant a transmis les dossiers au parquet, lui donnant un ultimatum de 48 heures pour présenter sa démission. Les commentaires est signé Enoch Ilanga. L'affaire Jean-Paul Mbouébois révèle une fois de plus la fragilité de la gouvernance provinciale en RDC, où la gestion de fonds publics reste souvent opaque. Si les accusations se confirment, cela démontrerait l'urgence de renforcer le mécanisme de contrôle au niveau local. Cette mise en accusation, perçue par certains comme un pas vers de plus de redevabilité, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de responsabilité politique. Toutefois, la suite des événements dépendra de la capacité de la justice à agir en toute indépendance. Le peuple, de plus en plus exigeant, attend des actes concrets au-delà de la promesse. Dans un contexte où la corruption mine la confiance entre les institutions et les citoyens, cette affaire pourrait constituer un signal fort à condition qu'elle soit menée avec rigueur et impartialité. Il ne s'agit pas seulement de sanctionner un homme, mais de réaffirmer l'autorité de l'état de droit. La justice a désormais rendez-vous avec l'histoire, mais au-delà des attentes populaires, c'est aussi l'image de l'État congolais qui est en jeu. La manière dont cette affaire sera traitée pourrait déterminer l'avenir de la lutte contre la corruption dans le pays. Si la justice montre sa capacité à être impartiale et à tenir responsable tous les acteurs, cela pourrait marquer un tournant décisif pour la RDC. Un précédent qui, espérons-le, incitera d'autres responsables à rendre de compte. Dans un autre registre, il faut savoir que la situation va de mal en pis à Guadeloupe, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo depuis l'inondation du 23 octobre de l'année dernière de la centrale hydroélectrique de Mobai Mbongo, qui est toujours à l'arrêt. Voici de plus amples détails d'Esther Kabanga. Les conséquences de cette catastrophe ayant plongé la ville de Guadeloupe et environ sont néfastes sur la vie socio-économique voire sanitaire. À l'hôpital général de référence de Guadeloupe, plusieurs services peinent à fonctionner. Les cas typiques et qui embrassent la population et les services des morgues de l'hôpital général de référence. Plusieurs fois déjà, les corps placés à la morgue sont extraits en état de décomposition à cause d'une mauvaise conservation suite à une insuffisance du courant électrique produit par les groupes électrogènes de secours de l'hôpital. Le 23 octobre 2024, la centrale hydroélectrique de Mobai Mbongo, à 25 km de Guadeloupe, était complètement inondée. Tous les équipements étaient sous l'eau. Depuis lors, la direction générale de la Société nationale d'électricité a toujours dépêché de mission, mais toujours sans succès. Par ailleurs, une accalmie relative est observée actuellement à Walikale centre, chef-lieu du territoire de Walikale, favorisant une timide reprise des activités socio-économiques et le retour d'environ 20% de la population, a indiqué lundi dernier le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA en sigle dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans ces rapports couvrant la période du 1er au 15 avril 2025, OCHA rapporte que la persistance des affrontements armés dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Le 13 avril dernier, des groupes armés se sont affrontés dans le village de Kachebere et Kibati, axe Kibumba-Nyabirongo, occasionnant de nouveaux déplacements de population, jusque-là non encore évalués. Entre le 1er et le 8 avril dernier, des groupes armés se sont affrontés dans Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi, entraînant d'importants mouvements de population. Ces violences ont fait au moins 10 morts et 8 blessés, pris en charge à l'hôpital général de Massissi, désormais saturé.
Ces combats se sont poursuivis les 11 et les 12 avril dernier dans les groupements Banyungu et Boabo, occasionnant les déplacements de plus de 77 000 personnes. Selon le bulletin de cette organisation, le territoire de Beni reste sous la menace persistante d'attaques des combattants ADF. Notons par ailleurs que le 11 et le 12 avril, 11 corps sans vie ont été retrouvés à Moulindi et à Mayangos dans la zone de santé d'Ocha. Ces personnes auraient été enlevées dans leur champ le 2 avril dans la zone agricole de Mayangose, à 10 km au nord-est de la ville de Beni. Poursuite de ces rendez-vous d'information sans relâche, plusieurs maisons, églises, écoles et d'autres structures locales ont été endommagées à la suite d'une pluie qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 mai dernier à Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Ces dégâts sont précisément enregistrés dans la chefferie des Basiles. Selon les sources locales de la dite province, la paroisse Sainte-Marie de cette chefferie n'a pas été épargnée. Regardez. Plusieurs maisons, églises, écoles et d'autres structures locales ont été endommagées à la suite d'une pluie qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 mai dernier à Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Ces dégâts sont précisément enregistrés dans la chefferie de Basile. Selon les sources locales, la paroisse Sainte-Marie de Mwenga n'a pas été épargnée. Dans le même registre, cette pluie accompagnée du vent violent a emporté la toiture de bureaux pastoraux, y compris les logements de prêtres, et ces hommes de Dieu ont passé une nuit non agréable et inquiétante, dit Hilaire Isombois du cadre des concertations de la société civile du territoire de Mwenga. Notons par ailleurs que dans la province du Sud Kivu, 3 territoires, à savoir Calais, Mwenga et Fizi, ont été frappés ces derniers jours par ces catastrophes résultantes de pluies diluviennes qui ont causé plusieurs dégâts humains et matériels. Au moins 114 personnes sont mortes dans de graves inondations à Saba, dans les territoires de Fizi. Quittons les questions provinciales. Le service national a procédé à la distribution de 1200 bons pupitres à 4 écoles publiques dans la ville-province de Kinshasa dans le cadre de son initiative visant à améliorer les conditions d'apprentissage. Les établissements bénéficiaires sont l'Institut Président Kasavubu, l'Institut Wangata, chacun recevant 300 bons. Ces mobiliers scolaires sont offerts par le bâtisseur de la nation congolaise selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Regardez. Dans le cadre de sa campagne Pas d'école sans banc, le service national, par le biais de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, a procédé à la dotation en banc de 4 établissements scolaires de Kinshasa. À Litiki-Tambo, ce lundi 12 mai 2025, ce sont les élèves eux-mêmes qui se sont attelés à remplacer les vieux bancs délabrés par les nouveaux fabriqués par les bâtisseurs. Ce complexe scolaire, qui compte en son sein les P1 et 3 Kitambo, a eu droit à 300 bancs. Une preuve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ce service, compte résoudre les effets induits de la gratuité de l'enseignement. Toujours ce même lundi, bien avant, c'était à l'Institut technique de Ngaliema de réceptionner également 300 bancs. Pour les élèves de cet établissement scolaire, c'est une preuve que l'éducation demeure une des priorités du président de la République. Il salue le travail qu'abat le service national. 2 autres écoles de la capitale ont été dotées en bancs. C'était le lundi 5 mai dernier. D'abord l'Institut Président Kasavubu dans la commune qui porte son nom. Fidel Maccabi enseigne ici depuis 28 ans. Il salue la qualité des bancs produits par le service national. Ces remerciements, on le retrouvera également auprès des autorités et élèves de l'Institut Wangata dans la commune de Kinshasa. Votre contribution, mon général, nous permettra d'équiper tous les locaux en bancs pupitres qui faciliteront aux apprenants de bien suivre les cours et surtout de peaufiner leurs écritures dans les conditions reconnues mondialement par la pédagogie. Ces résultats ne seraient pas atteints sans vous.
En l'espace d'une semaine, ce sont 1200 bons qui ont été remis par le service national. Des milliers d'enfants qui désormais vont étudier dans des bonnes conditions. Une vision de plus du chef de l'État que le service national avec son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, compte bien pérenniser. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. En météorologie, sachez que demain, le mercredi 14 mai 2025, dans la mégapole quinoise, il y aura un beau soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages. La température atteindra les 34 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 38 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, la température retombera à 28 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Avant de boucler complètement cette page d'information sur nos antennes, votre rédaction vous propose la belle sélection des journaux parus ce mardi 13 mai 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Retrouvez de plus amples détails à travers ces timbres vocaux d'Enoch Ilanga. Bienvenue à ces kiosques à journaux, mesdames et messieurs. Ouvrons-en par le quotidien. La tempête de tropique qui affiche en gros titre 100 millions d'euros d'aide humanitaire allouée aux victimes de la guerre à l'Est. En profondeur, le journal analyse la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire ECHO a décaissé une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir la population de l'Est de la République démocratique du Congo où la situation humanitaire est très préoccupante. Cette annonce a été faite lundi 12 mai 2025 par le directeur adjoint de la ECHO, Hans Das, au cours d'un échange avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Par ailleurs, le tri hebdomadaire, le journal
dont la une est dominée par le 686 ex-travailleurs de la Marsavco, signifiant la défaillance de l'État à Constant Moutamba. Dans ces pages, elle a tout d'un brilot, la correspondance adressée le 11 mai 2025 au ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba par le 686 ex-travailleurs de la Marsavco, avec pour objet de lui signifier la défaillance de l'État congolais dans l'exécution de décisions judiciaires et administratives rendues en leur faveur pour le paiement de leur décompte final de l'ordre de 20 878 090 $. Et c'est ici que nous mettons en terme cette séquence dédiée à la presse écrite. Soyez au rendez-vous demain mercredi 14 mai 2025 pour de nouvelles informations, toujours avec la même rigueur et le même plaisir de vous informer. Au revoir et merci. C'est ici que s'achève cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. Le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais trouvent un accord sur la première revue du programme soutenu par la facilité élargie des crédits. La signature de cet accord est intervenue à la suite de la mission officielle du FMI effectuée à Kinshasa. À la veille de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le procès de présumé détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo, le député national dénonce le gel du projet des résolutions devant aboutir à la prise de position officielle de l'Assemblée nationale en faveur d'Augustin Matata Ponyo-Mapone. À l'international, Kigali et Pretoria plaident pour des solutions africaines pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo malgré des tensions persistantes. C'était à l'issue de l'Africa CO Forum organisé à Abidjan pour passer en revue de manière générale du conflit RDC-Rwanda. Ces travails des titans et l'œuvre réalisée de main de maître grâce à la solidarité de l'équipe rédactionnelle et la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.